radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Jean-Jacques Nantel, vulgarisateur, auteur d'une analyse géopolitique économique globale. Il nous parle aussi du positionnement du Québec dans le monde. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Comme j'ai expliqué dans une autre capsule radiophonique, l'histoire du Québec a été fortement influencée par ce qui se passait ailleurs dans le monde. Ça a commencé, dans notre cas, par l'Europe, où il y avait une rivalité très forte entre la France et l'Angleterre, qui sont de vieux ennemis héréditaires depuis bien avant la guerre de 100 ans. L'Amérique du Nord, elle a été colonisée un siècle après l'Amérique du Sud. Et ça a été fait presque en même temps par l'Angleterre, qui a fondé la colonie de Jamestown en Virginie en 1607, et par la France, qui a fondé Québec en 1608. Les Français et les Anglais, ils voulaient des colonies en Amérique du Nord pour faire de l'argent, oui, mais également parce qu'ils étaient en rivalité les uns avec les autres. Or, il y avait des différences essentielles entre les deux puissances. La France était une puissance continentale, qui était très peuplée. Mais par contre, comme elle était continentale, elle avait besoin de beaucoup de soldats à chaque génération pour défendre ses frontières sur le continent. Ce qui fait qu'elle était très réticente à envoyer des colons ailleurs dans le monde. C'est la raison pour laquelle, en Amérique du Nord, elle a fait une colonisation commerciale. L'Angleterre, de son côté, était une puissance maritime, c'est-à-dire une île. Elle était relativement peu peuplée par rapport à la France. Cependant, quand elle avait des guerres, c'était des guerres maritimes. Alors, les guerres maritimes, ça se fait avec des bateaux, puis ça coûte cher des bateaux. Alors, il n'y a jamais beaucoup de monde qui meurt dans une guerre maritime. Ils avaient peu de morts. Ce qui fait que l'Angleterre, à chaque génération, avait toujours des surplus de population qu'elle pouvait envoyer ailleurs dans le monde. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça que les États-Unis ont été une colonie de peuplement avec toutes sortes de dissidents qui venaient d'Angleterre. Alors, les catholiques ont été au Maryland, les puritains ont été au Massachusetts, etc. Les conséquences de ça, c'est que comme la France était beaucoup plus puissante que l'Angleterre, elle a pu s'accaparer des meilleurs axes de pénétration de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le fleuve Saint-Laurent, qui est la grande voie de pénétration dans le sens est-ouest, et de tout le réseau hydrographique, les Grands Lacs, le fleuve Ohio, le fleuve Mississippi. C'était une colonisation commerciale qui pénétrait très très loin à l'intérieur des terres, mais avec très peu de monde. On faisait du commerce avec les Amérindiens. Et comme c'était une colonisation commerciale, les Français sont venus s'installer dans un pays beaucoup plus froid que le leur, ce qui a encore plus nuit à la colonisation. De leur côté, les colonies anglaises se sont installées plus au sud, le long de la côte atlantique. C'était à peu près le même climat que l'Angleterre, ce qui fait que les immigrants pouvaient venir très nombreux et s'installer dans les colonies. Et ça a fait que tous ces gens-là qui venaient à chaque génération, ça a fait une espèce de colonies qui progressaient lentement vers l'ouest en repoussant devant elles les peuples amérindiens. Ça faisait un peu comme de la mélasse qui coule sur une table et qui repousse une flaque d'eau. C'est ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Il y avait deux civilisations qui s'affrontaient à ce moment-là en Amérique du Nord. Il y avait la civilisation amérindienne, qui était certainement primitive dans bien des domaines, mais elle était parfaitement adaptée au continent. Les Amérindiens étaient des guérilleros qui occupaient c'était des forêts impénétrables, c'était très difficile à prendre. De l'autre côté, il y avait la civilisation européenne qui, elle, était très mal adaptée au continent, qui était inférieure dans une foule de domaines, et les colons possédaient seulement des fusils à un coup. Alors, c'était absolument impossible de conquérir d'immenses forêts peuplées de guérilleros avec des fusils à un coup. Pour les colons anglais et français, tout était à faire en Amérique. Il y avait des forêts qui se rendaient jusqu'à la côte, il n'y avait pas de route normale, il fallait rebâtir tout ce qui existait en Europe, il fallait défricher les forêts, bâtir des villes, etc. Les Français, eux, comme c'était une colonisation commerciale basée sur les amitiés avec les Amérindiens, ils ont eu beaucoup d'aide des Indiens pour s'adapter au continent. Alors que du côté des Anglais, il y a eu beaucoup de morts au début. C'était pas une colonisation très payante du côté des Anglais. En fait, c'était plus une colonisation pour se débarrasser des dissidents. Alors, c'était une colonisation de travailleurs et de producteurs. Ce qui est peu connu et compris dans l'histoire de l'Amérique du Nord, c'est que il y avait une coalition commerciale et militaire entre la France, qui venait d'Europe, le peuple québécois, canadien à l'époque, qui était ici au Québec, et les Autochtones. Ça formait une coalition qui s'appuyait sur tout le réseau hydrographique de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Saint-Laurent, l'Ohio, les Grands Lacs, le Mississippi, et qui essayait de maintenir la Nouvelle-Angleterre le long de l'Atlantique, c'est-à-dire de l'autre côté des montagnes Appalaches. Cet arc de cercle-là s'étendait de Québec jusqu'à la Nouvelle-Orléans, mais les Français occupaient seulement les deux extrémités, c'est-à-dire la vallée du Saint-Laurent et la Nouvelle-Orléans.
tout le centre de l'arc, le fameux arc défensif français, ça appartenait aux Amérindiens, et c'était les Amérindiens qui se servaient des Français pour défendre leurs terres contre la poussée des Anglais de la Nouvelle-Angleterre. Les Anglais, de leur côté, avaient très peu d'alliés. Il y avait bien sûr les Iroquois, mais la raison pour laquelle les Iroquois se sont opposés aux Français, c'est pas parce qu'il y avait une opposition de race ou même de culture, c'est simplement parce que la coalition iroquoise occupait, et occupe encore aujourd'hui, la vallée de la Mohawk, qui est une vallée qui est parallèle au fleuve Saint-Laurent et qui est située au sud des Adirondacks et qui mène au lac Erie. Ce qui fait que les Iroquois ont fait au 17e siècle des guerres du castor pour essayer de s'approprier les fourrures qu'il y avait dans la région des Grands Lacs pour ensuite aller les vendre à leurs alliés de la Nouvelle-Angleterre. C'est la raison pour laquelle les Iroquois se sont adonnés à plusieurs génocides pour essayer de se procurer ces matières premières-là. Autrement dit, les Iroquois faisaient des guerres commerciales pour s'enrichir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a eu 3 guerres parallèles qui se sont poursuivies pendant plus de 150 ans. 3 guerres parallèles imbriquées. Il y avait les Iroquois qui se battaient contre nos alliés amérindiens, c'est-à-dire les Iroquois contre les Hurons, les Pétuns, les Neutres, les Algonquins, les Montagnais. Il y avait les Québécois, le peuple canadien qu'on appelait à l'époque, qui avait ses propres intérêts et qui se battaient contre la Nouvelle-Angleterre. Et il y avait la France et l'Angleterre, des puissances européennes, qui se battaient en Amérique du Nord selon leurs valeurs et leurs intérêts européens. Chacun des 6 groupes en présence, 3 guerres parallèles, se servait de leurs alliés des autres groupes pour essayer de faire avancer leurs intérêts. Comme la puissance, les 2 plus grandes puissances dans ce jeu-là étaient européennes, les Français et les Anglais, ça se décidait beaucoup. Les guerres se décidaient beaucoup par ce qui se passait en Europe. Or, ce qui était très grave pour la suite des choses, c'est que les Européens ne comprenaient absolument rien ou pas grand-chose à la géopolitique du continent nord-américain, ce qui allait, à la longue, provoquer l'expulsion des Français et des Anglais. Nous en reparlerons dans une prochaine capsule. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, la capsule radiophonique que je vais vous présenter, ça concerne le fait assez étonnant que le peuple québécois, le peuple américain ou le peuple canadien-anglais existe. Normalement, ces peuples-là ne devraient pas exister. L'Amérique du Nord devrait être peuplée presque entièrement par des Amérindiens. Pour le comprendre, il suffit de comparer avec ce qui est arrivé en Afrique noire. Il faut comprendre que l'Afrique noire a subi des agressions beaucoup plus importantes et beaucoup plus longues que les Amérindiens d'Amérique. Il y a eu la traite des esclaves qui a duré 1000 ans dans le cas des Arabes et plusieurs siècles dans le cas des Européens. La traite des esclaves, là, ça consistait à attaquer des villes, des peuplades, des peuples, des tribus, à les détruire. L'Afrique a été presque littéralement vidée de son sang. Dans beaucoup de régions, c'était devenu des déserts. Les Européens ont déporté un minimum de 20 millions d'Africains, et la traite arabe, elle, a fait à peu près le même nombre. À ça, il faut ajouter tous les massacres de population qu'il y a pu y avoir, parce qu'ils massacraient les chefs, les sorciers, les faibles. Ils exportaient seulement les gens en bonne santé et jeunes. Mais pourtant, aujourd'hui, l'Afrique noire est peuplée à 99% par des Noirs. Pourquoi est-ce que c'est pas arrivé en Amérique du Nord, un truc pareil? Parce que les Amérindiens, ils avaient presque tous les avantages. Dans à peu près tous les domaines, ils étaient mieux adaptés au continent que nous. Leur technologie était beaucoup plus efficace que la nôtre, aussi bien au niveau de la nourriture que pour se chauffer ou quoi que ce soit, parce qu'ils étaient adaptés au continent. Il y avait au niveau des armes, où ils avaient des armes moins bonnes que les nôtres, parce qu'ils étaient à l'âge de pierre, avec des tomahawks. Mais nos armes à nous n'étaient pas de beaucoup meilleures. On avait des fusils à un coup, là. Or, on conquiert pas un immense continent boisé, peuplé de guérilleros nés avec des fusils à un coup. Impossible. Les Amérindiens, dès le départ, formaient l'écrasante majorité de la population contre quelques milliers seulement de Blancs. La culture des Amérindiens était tellement forte que les intendants de Nouvelle-France se plaignaient au roi que c'était pas les Amérindiens qui s'assimilaient aux Français, c'était les Français qui s'assimilaient aux Amérindiens. Les Amérindiens connaissaient parfaitement le pays, enfin il y avait tous les avantages. De plus,
C'est faux de dire qu'il y a eu des génocides massifs en Amérique du Nord. Il y a eu des massacres, oui, mais il n'y a pas eu de génocide. Et, par exemple, il n'y en a surtout pas eu au Québec, où les seuls génocides qui sont prouvés dans l'histoire du Québec ont été faits par les Iroquois. En plus de ça, il y a le fait que les Amérindiens ont eu tout le temps nécessaire pour s'adapter à la culture européenne et adopter ses meilleurs éléments. Parce que ça a pris 4 siècles aux Européens pour finir par occuper tous les territoires disponibles en Amérique du Nord. Pourtant, malgré tout ça, même si au Québec, par exemple, il n'y a pas eu de génocide, la population québécoise aujourd'hui est formée à plus de 98% par des gens qui ne sont pas amérindiens. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est à cause des épidémies. Les épidémies, c'est certainement le facteur le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Pour vous donner juste un exemple, la Première Guerre mondiale, si vous prenez un livre d'histoire, il s'étend sur des chapitres entiers sur les différentes batailles qu'il y a eu, sur ce qu'a fait le Kaiser ou Clémenceau, et ça dure très très longtemps, tous les détails, on a tout ça. Et à la fin, en 1918, il y a juste un paragraphe dans lequel ils disent « Il y a eu une épidémie de grippe espagnole en 1918 qui a tué autant de gens que les morts de la Première Guerre mondiale. Juste une épidémie a fait ça. » C'est normal que les épidémies soient aussi importantes dans l'histoire, étant donné que la vie existe depuis 4 milliards d'années sur la planète et que ce qu'on appelle les unicellulaires, c'est-à-dire les virus, les bactéries, ont été tout seuls sur la planète pendant au moins 3 milliards d'années. Ce qui fait qu'il y en a partout, partout, partout. Pour vous donner un exemple, des chiffres assez frappants, 90% des cellules du corps humain ne sont pas de l'être humain. C'est des bactéries, des virus, des acariens, c'est toutes sortes de choses. Quand une épidémie se produit dans une population, il se passe toujours la même chose. Ça commence très lentement, puis là vous avez 1 mort, 2 morts, 10 morts, 100 morts, 1000 morts, puis là la population commence à s'énerver et dit si on est rendu à 1000 morts au rythme où ça va, tout le monde va mourir. Puis là à un moment donné, vous atteignez un plateau. On reste à 2000, 2000 morts, 2000 morts. Puis ensuite ça baisse. 1500, 1500, 100, 10, 1, fini. Et là, les gens disent, mais pourquoi l'épidémie a disparu? Ah, c'est parce qu'on a prié, on est à l'église, parce qu'on a fait des... Non, c'est pas ça. On le sait aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Quand les Européens étaient en Europe, dans l'Ancien Monde, c'est un territoire gigantesque. On parle de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique. Et ça générait beaucoup, beaucoup de maladies. Et régulièrement, pendant l'Antiquité, le Moyen-Âge, les Européens, ils recevaient la fièvre jaune, puis là, 30% des gens mouraient. Ceux qui survivaient à la fièvre jaune étaient naturellement résistants à la fièvre jaune. Alors, ils avaient cette résistance-là, ils la transmettaient à leurs descendants, ils faisaient beaucoup d'enfants, ils repeuplaient l'Europe. Et là arrivait la peste. 30% des gens mouraient et ça recommençait. Et les Européens, comme ça, accumulaient les résistances aux épidémies. Les Amérindiens, en Amérique, ils ont été isolés de l'Ancien Monde pendant au moins 20-30 000 ans. Alors, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils sont arrivés, eux, ils avaient toutes les immunités à peut-être 10, 20 maladies différentes. Et ils les ont, sans le vouloir, ils les ont données d'un coup aux Amérindiens. Alors, les Amérindiens, 30% sont morts de la fièvre jaune, dans ce qui restait, 30% sont morts de la peste, dans ce qui restait, 30% sont morts de la grippe, du rhume, et leur population s'est effondrée. Une des conséquences de ça, c'est que les Amérindiens qui étaient les plus en contact avec les Européens, notamment les alliés des Français, parce que les Français pénétraient très loin à l'intérieur des terres pour faire du commerce. Alors quand ils sont arrivés chez les Hurons avaient une très très forte proportion de guerriers, beaucoup de guerriers, eh bien ils sont mis à mourir parce que les Français pénétraient très loin à l'intérieur des terres et ils tuaient, sans le vouloir bien sûr, leurs propres alliés. Ce qui fait que les maladies européennes se propageaient sur le continent bien avant que les Européens soient arrivés. Ce qui fait que quand les Européens ont progressé vers l'ouest en Amérique du Nord, ils tombaient sur des forêts, ils pensaient que c'était des forêts vierges. Ils disaient, regarde, les forêts, il n'y a personne qui a coupé ces forêts-là, c'est faux. Ça faisait déjà 50, 60, 100 ans que les Amérindiens qui habitaient ces forêts-là, puis qui en avaient coupé une grande partie pour faire des terres, étaient simplement morts. Les forêts étaient repoussées. C'était des forêts repoussées que les Européens rencontraient. Il y avait encore pire pour les Amérindiens, c'est que pendant que leur population à eux s'effondrait, la population de l'Europe, et en fait de tout l'Ancien Monde, explosait à cause des plantes
développées par les Amérindiens. La patate, le maïs, la tomate, etc., qui sont arrivés en Europe, qui ont aidé à la population à se renforcer, là, puis donc à se multiplier. Alors vous aviez d'un côté les Amérindiens qui s'effondraient, et de l'autre côté les Européens qui augmentaient en nombre, qui avaient en plus un avantage technologique. Alors en débarquant en Amérique, ça a été l'immense un balayage des Amérindiens qui ont presque disparu du continent, pendant que les Européens se multipliaient à une vitesse folle. Pour le Québec, il y a eu des conséquences à ces phénomènes-là. Par exemple, les Iroquois, qui au début nous ont fait la guerre tant qu'ils ont pu, pendant tout le 17e siècle, ils ont fait plusieurs génocides dans la région des Grands Lacs, ils ont nui à nos intérêts. Les Iroquois se sont effondrés aussi. Et en 1701, quand ils ont réalisé qu'ils avaient vraiment perdu la guerre démographique, ils ont simplement signé avec tous les autres Amérindiens du continent la Grande Paix de Montréal. Et ça a pacifié complètement le Québec pour le reste de son histoire. Là, il s'est passé, la deuxième conséquence importante, c'est que les épidémies ont causé un affaiblissement de l'alliance des Français, des Québécois et des Autochtones. Parce que quand on dit que quand les Anglais sont arrivés ici, on était 70 000, 60 000 après le départ, c'était pas vrai. On n'était pas 60 000, on était des centaines de milliers. C'est-à-dire qu'il y avait 60, 70 000 francophones, mais il y avait également des centaines de milliers de nos alliés amérindiens dans tout le reste du continent qui essayaient de maintenir la pression pour empêcher les Anglais de Nouvelle-Angleterre de venir leur voler leurs terres. Or, avec l'affaiblissement des Autochtones, de nos alliés autochtones s'effondraient, parce que la majorité des Autochtones étaient du côté des Français, la population québécoise était faible, et la France était en problème en Europe. Alors, les trois alliés de la coalition autochtone québécoise-française étaient en péril, et la France, qui perdait des guerres, n'arrêtait pas de faire des concessions en Amérique du Nord. Ce qui est la chose à retenir ici, c'est que il n'y a pas eu de génocide au Québec. Et si les Amérindiens sont morts, c'est à cause des épidémies. Si nous sommes devenus aussi majoritaires, c'est à cause des épidémies, c'est à cause de notre potentiel technologique qui était augmenté par toutes les plantes qui venaient des Amérindiens. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. Radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Comme je l'ai expliqué dans une autre capsule, en 1760 en Amérique du Nord, la coalition formée par les futurs Québécois, leurs alliés amérindiens et la France était dans une situation de faiblesse. D'abord, les futurs Québécois étaient seulement 70 000. Nos très nombreux alliés amérindiens voyaient leur population s'effondrer à cause des épidémies. Et la France était une puissance continentale en Europe, ce qui fait qu'elle était tout le temps continuellement obligée de se battre contre ses voisins d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre. Ce qui fait qu'elle avait besoin de ses citoyens pour se battre à chaque génération, ce qui fait qu'elle n'envoyait pas beaucoup de colons en Amérique du Nord. La coalition anglaise, elle était en situation de force parce que les Américains étaient déjà rendus à 1,5 million d'habitants. Leurs quelques alliés avaient jamais été très nombreux du côté des Amérindiens. Quant à l'Angleterre, c'était une puissance maritime qui, elle faisait des guerres sur la mer en général. Or, quand on se bat sur la mer, on a besoin de bateaux, ça coûte très cher, ce qui fait qu'on perd pas beaucoup d'hommes dans des combats maritimes. Ça a eu pour conséquence que l'Angleterre avait toujours beaucoup de colons à envoyer en Amérique du Nord. Finalement, ce qui est arrivé en Amérique du Nord, ça dépendait de ce qui se passait en Europe. Parce que quand la France gagnait une guerre, sa tentation première, c'était d'obtenir le plus de territoire possible en Europe. Alors que quand elle en perdait une, elle essayait de récupérer les territoires qu'elle venait de perdre en faisant des concessions dans les colonies. Alors ça a permis aux Anglais en Amérique du Nord de grignoter peu à peu le territoire et d'encercler le Québec en s'appropriant de la baie d'Hudson, de Terre-Neuve, d'Acadie. Ils étaient déjà dans les futurs États-Unis. Alors ils avaient fini par encercler la Nouvelle-France. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que même si les Américains se sont battus contre nous lors de la guerre de 1760, ce sont quand même des Anglais d'Angleterre qui ont pris des bateaux en Angleterre, des soldats d'Angleterre, et sont venus attaquer la Nouvelle-France pour s'en saisir. Essentiellement, ce que les Anglais, eux, voulaient, ils voulaient se diriger vers l'ouest en s'appropriant de la vallée du Saint-Laurent de façon à remplacer les Français dans le commerce qui leur permettait de sortir la richesse du centre du continent vers les océans. Par contre, leurs alliés de Nouvelle-Angleterre, les futurs Américains, eux aussi voulaient aller vers l'ouest, mais pas à partir du nord. Ils voulaient pas aller au nord, ils voulaient aller à l'ouest, mais du côté sud des Grands Lacs.
Alors, le Canada a été vaincu, a été conquis par les Anglais en 1760. Et ça a pris 3 ans avant que ça se termine en Europe et qu'ils signent finalement un traité à Paris pour finir la guerre. Lors du traité de Paris, la France a annoncé qu'elle abandonnait le Canada, ce qui fait que sa coalition française en Amérique du Nord s'est effondrée. Il y avait un grand arc défensif que tout le monde a vu à la petite école, qui partait de Tadoussac, qui descendait à Québec, Trois-Rivières, Montréal, qui se continuait par les Grands Lacs, l'Ohio, le Mississippi, et ça se terminait à la Nouvelle-Orléans. Ce qu'il faut savoir à propos de ce grand arc défensif, c'est que les Français n'occupaient que les 2 extrémités, c'est-à-dire la vallée du Saint-Laurent et la Nouvelle-Orléans, et ils s'en servaient pour sortir les richesses du continent pour les amener en Europe. Tout le centre de ce grand arc défensif était contrôlé et peuplé par les Amérindiens. Quand la France a décidé de quitter le Canada en 1763, la véritable opposition qui existait sur le continent depuis 150 ans est apparue en plein jour. C'était l'opposition des Amérindiens qui étaient là les premiers et qui essayaient, en se servant de l'appui des Français et des Québécois, ils essayaient d'empêcher le peuple américain de la Nouvelle-Angleterre de déborder sur eux et de les attaquer. Alors, dès que les Amérindiens de la région des Grands Lacs ont appris que les Français avaient laissé tomber le Canada, ils ont fait une révolte généralisée dès 1763 et ils ont recommencé à attaquer les postes anglais. L'Angleterre, qui était une puissance européenne, n'avait absolument rien compris à ce qui se passait en Amérique du Nord. Alors, comme ils venaient de gagner la guerre, ils avaient obtenu tout ce qu'ils voulaient, ils ont dit aux Amérindiens, écoutez, là, on veut plus se battre, la guerre, elle est finie, on a compris, vous voulez pas qu'il y ait d'immigration du côté ouest des Appalaches, on vous le garantit, on fait la paix. Et du côté des Québécois, pour calmer tout le monde, ils ont dit aux Québécois, on va vous laisser votre religion et votre mode de vie habituel. Alors, automatiquement, ils avaient fait un renversement des alliances. Les Américains, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, on a fait la guerre, c'était pour aller à l'ouest. Et là, vous nous empêchez d'émigrer du côté à l'ouest des Appalaches. » Comme leur population augmentait très rapidement, elle doublait tous les 25 ans au moins, ça a pris seulement 13 ans aux Américains pour se décider à faire leur révolution, c'est-à-dire leur guerre d'indépendance, et à jeter dehors leurs cousins d'Angleterre. Quand la Révolution américaine a commencé, les Américains ont envoyé une armée à Montréal et Benjamin Franklin est venu pour offrir aux Québécois de se joindre à la Révolution américaine. Les Québécois ont dit non. Ils préféraient avoir un conquérant qui habitait loin à un allié qui était tout proche, très puissant et contre lequel ils venaient juste d'arrêter de se battre. Ça a été une erreur que les Québécois ont fait, d'après moi, parce qu'ils auraient pu obtenir des États-Unis une entente pour obtenir tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. D'autant plus que les Américains n'allaient pas au nord, ils allaient à l'ouest, mais à partir du sud des Grands Lacs. Comme on a décidé de rester avec les Anglais, eux aussi allaient à l'ouest. Alors eux, ils ont passé sur le corps. Dès la fin de la Révolution américaine, les Anglais étaient assurés de garder le Québec et ça faisait déjà un bon bout de temps, depuis 1763, qu'ils avaient commencé à organiser l'axe Est-Ouest, c'est-à-dire l'axe qui partait de l'Europe avec des pauvres, qui traversaient le Québec et qui se rendaient dans l'ouest du continent le plus riche du monde, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. Ils avaient également, dès après 1763, ils avaient pris des Anglais, ils avaient occupé tous les emplois les plus payants au Québec. Ce qui fait que nos chefs n'ont pas eu le choix de quitter le Québec et de partir. Ce qui est resté ici, c'était beaucoup d'agriculteurs avec quelques chefs, c'est-à-dire des prêtres, des médecins, des avocats, des notaires, et tout le reste était parti. De plus, ils ont concentré les Québécois au Québec. Comme quand la Révolution américaine a été terminée, il y a tous les loyalistes américains qui voulaient rester avec l'Angleterre sont venus habiter au Canada, c'est-à-dire en Nouvelle-Écosse, au Québec, un petit peu en Ontario. Ça, c'est ce qui a fait que le Québec, où on a concentré les Québécois, puis c'était des agriculteurs, les peuples québécois est devenu un peuple sédentaire qui s'est installé dans le pays naturel que représente la vallée du Saint-Laurent. Alors que pour tous les autres, les immigrants qui arrivaient d'Angleterre en masse et qui se dirigeaient vers l'ouest, le Québec est devenu un pays de passage, un corridor de passage qui ne faisait que traverser avant de partir vers l'ouest. Depuis 1760, les Anglais et leurs descendants canadiens anglais ne nous ont jamais rien payé pour traverser le Québec. On a toujours payé toutes les infrastructures et ils sont toujours passés gratuitement. Alors que de nos jours, tout le monde paie pour passer au canal de Panama ou au canal de Suez, par exemple, ou pour faire passer des pipelines. Le Canada anglais, pendant tous ces temps-là, 255 ans jusqu'à aujourd'hui, a continué d'aller vers l'ouest, en parallèle avec les États-Unis qui faisaient la même chose au sud des Grands Lacs.
Les Amérindiens, eux, n'ont pas arrêté de reculer parce qu'ils étaient en dépeuplement et que la poussée des colons se faisait régulièrement le long de ce que les Américains appelaient la frontière, c'est-à-dire cette zone un peu floue où les colons rentraient dans la forêt en coupant les arbres et en occupant le territoire. C'était une occupation totale, paysans inclus, et par conséquent, ils repoussaient les Indiens devant eux, les Amérindiens devant eux, qui ont fini par tout perdre. Du côté du Québec, notre population, elle, comme c'était une population d'agriculteurs, ne s'est pas effondrée, elle s'est augmentée énormément parce qu'on était des Européens qui survivaient aux maladies européennes. J'apprécierais beaucoup que vous m'aidiez à diffuser cette vidéo autour de vous, étant donné que c'est pour informer les gens que je l'ai faite. C'est exactement la même chose pour le livre numérique que vous avez vu tout le long de la vidéo, étant donné que c'est là-dedans que j'explique en détail plusieurs des notions dont je me suis servi pour faire mes vidéos. À la prochaine!